Magloire Télévision, la chaîne de la gloire. Des informations précises, concises et vérifiées à suivre en temps réel sur Magloire Radio et Télévision. Nous vous offrons chaque jour, du lundi au vendredi, des informations au niveau national, provincial et local. Sans oublier l'actualité internationale et celle sportive. Retrouvez la grande équipe rédactionnelle de Magloire Radio et Télévision chaque jour à 7h, 12h, 19h et 23h. Et soyez le premier à être informé. Magloire Radio et Télévision au cœur de l'actualité. Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Vous êtes des milliers à travers le monde en train de regarder Magloire Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau journal. D'abord, les grandes lignes. À la une de l'actualité, la première édition des conférences annuelles du service public appartient dorénavant au passé. La clôture de ces assises est intervenue le mercredi dernier. C'est la chef du gouvernement, Judith Assoumy Toulouka, représentant le chef de l'État, qui a mis fin à ces assises. À la vice-primature de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko a présidé jeudi 18 décembre la réunion du comité provincial de sécurité élargie aux comités locaux de sécurité des communes. Cette rencontre a réuni différentes autorités politico-administratives de la ville-province de Kinshasa. Ensuite, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a porté à la connaissance de tous les Congolais la signature des actes de mise à la retraite en faveur des 2000 agents de carrière des services publics de l'État. Les détails, c'est tout à l'heure dans ce journal. Enfin, l'organe délibérant du Haut-Katanga a franchi une étape décisive, celle de l'adoption à l'unanimité du projet des 10 budgétaires exercice 2026. C'était au cours de la séance plénière du jeudi 18 décembre 2025 en présence du gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Ouvrons ce journal par cette actualité prenant part à la réunion du Parlement européen à Strasbourg. L'ambassadeur de la RDC au Benelux, Christian Ndongala, a profité de la circonstance pour évoquer la question liée à la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo qui reste précaire sur terrain malgré des pourparlers en cours. On en sait plus dans cet élément de reportage. Au Parlement européen à Strasbourg, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Benelux, Christian Ndongala Nkunku, s'est exprimé le mercredi 17 décembre, 10 mois après son intervention en février, qui avait abouti à une série de sanctions à l'encontre du Rwanda et quelques personnalités de ce pays. Présidée par Hilde Woutmans, présidente de la délégation du Parlement européen auprès de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne, cette session était consacrée à un échange de vues concernant la violence persistante et la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. En dépit des sanctions internationales, les conflits dans l'est de la RDC
impliquant le M23 soutenu par le Rwanda se poursuit et menace d'embraser toute la région. Jugée insuffisante, l'efficacité des sanctions pour forcer un retrait des troupes rwandaises de la RDC a montré ses limites, échouant à répondre aux attentes. La République démocratique du Congo appelle le Parlement européen à soutenir la mise en œuvre intégrale de la résolution 2773, à œuvrer pour imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques de l'agression, à instaurer au niveau européen un embargo total sur les minéraux exportés comme rwandais. La résolution 2773 demeure la boussole de l'engagement onusien et la RDC s'est adressée au Parlement européen le mercredi 17 décembre pour que cette résolution puisse être appliquée dans toute sa portée, sans ambiguïté ni exception. L'Union européenne doit assumer ses responsabilités, comme l'a rappelé l'ambassadeur de la RDC au Benelux, Christian Ndongala Nkunku, car c'est la crédibilité de la communauté internationale qui est en jeu. Et puis, représentant le chef de l'État, Judith Suminwa Tuluka, première ministre de la RDC, a procédé à la clôture de la première édition des conférences annuelles du service public. Lors de son discours, Judith Suminwa Tuluka a appelé son gouvernement à tout mettre en œuvre, tout mettre en pratique sans délai les recommandations issues des travaux en action concrète, mesurable et perspectible au bénéfice des Congolais. Reportage. Le gouvernement Suminwa hausse le ton sur la réforme de l'État et le bien-être des fonctionnaires. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a, au nom du président de la République, clôturé ce mercredi la toute première édition de conférence annuelle du service public. Un message clair a été adressé, les recommandations ne resteront pas dans les tiroirs. Pendant 2 jours, responsables publics, experts et partenaires ont réfléchi à une administration plus compétente, plus intègre et résolument tournée vers le numérique. Des assises alignées sur le programme d'action du gouvernement avec un cap désormais précis, des objectifs chiffrés et des résultats mesurables. Depuis le début de son mandat, le président de la République a fait de l'amélioration des services publics une priorité constante. Cette ambition répond à une aspiration légitime et profonde de nos populations qui doivent bénéficier de services publics accessibles, performants, transparents et respectueux. Les échanges riches et approfondis de ces 2 journées avaient pour finalité d'identifier les fondements conceptuels et normatifs, les bonnes pratiques à valoriser et les écueils à éviter afin de traduire cette vision présidentielle en actions concrètes. Pour le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ces conférences marquent le point de départ d'un renouveau méthodique de l'administration congolaise. Grâce à ces mécanismes, nous serons en mesure d'imaginer, de tester et de déployer des solutions innovantes capables de renforcer la célérité de l'action administrative et l'efficacité globale de l'État. Le temps fort de cette clôture, l'annonce de la création d'un fonds pour l'innovation et la modernisation de l'administration publique. Objectif, financer des projets concrets au bénéfice direct des usagers. Ensuite, la chef du gouvernement a ouvert le jeudi 18 décembre 2025 à Kinshasa, dans la capitale, la journée de réflexion de haut niveau RDC-États-Unis. Un événement qui se déroule autour du thème partenariat RDC-USA, défis, opportunités et nouvelles dynamiques d'investissement. Dans son discours, la première ministre a indiqué qu'attirer les investisseurs, c'est offrir un environnement stable, prévisible et orienté vers les résultats mesurables. On en sait plus dans cet élément de reportage. La tenue de cette journée de réflexion constitue une étape symbolique majeure dans le renforcement du partenariat économique entre la RDC et les États-Unis.
S'inscrivant dans la continuité du Forum économique RDC-USA, le gouvernement affirme sa volonté de transformer les engagements diplomatiques en dynamique économique concrète avec l'investissement privé comme pilier central. Le message porté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka se veut à la fois cohérent et rassurant pour les investisseurs. Le partenariat RDC-USA repose sur une conviction partagée. L'investissement privé responsable est le moteur le plus puissant de croissance, d'innovation et de création d'emplois durables. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, attirer les investisseurs, notamment américains, signifie offrir un environnement stable, prévisible, conforme aux standards internationaux et orienté vers des résultats mesurables. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis au RDC, Lucie Tamlin, a réaffirmé la confiance de son pays dans le potentiel économique congolais. Cette réunion, qui intervient peu après la signature des accords de Washington le 4 décembre, renforce les engagements pris bilatéralement entre les États-Unis et la RDC, afin de consolider nos relations commerciales, d'améliorer le climat d'affaires et de créer un cadre privilégié respectant des normes élevées en matière de transparence, de bonne gouvernance d'entreprise, de respect des droits de travail et d'engagement en faveur de transfert de connaissances et compétences, formation et la création de valeur ajoutée. Le panel du jour a été marqué par les interventions des ministres du Plan, des Finances et de l'économie numérique. Plusieurs acteurs du secteur privé ont également pris part à ces assises, dont le président de la Fédération des entreprises du Congo. À la vice-primature de l'Intérieur, Jacquemain Chabani a présidé le jeudi 18 décembre 2025 la réunion du comité provincial des sécurités des communes. Le patron de la territoriale a rappelé à l'ensemble des autorités de la ville-province de Kinshasa l'obligation d'organiser des réunions du comité provincial des sécurités élargies aux comités locaux de sécurité. Regardez. Bourgmestre de commune, chef de quartier, police, migration, bref, tout acteur étatique et non étatique intervenant dans la gouvernance sécuritaire a convergé vers la salle de conférence du Palais du Peuple. La deuxième réunion du comité provincial de sécurité élargie avec à Kinshasa, présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Cette conférence se veut un cadre qui met l'homme au centre de la sécurité avec pour objectif de battre le rappel des troupes et donner de nouvelles orientations à la veille des festivités de fin d'année. Nous sommes dans la capitale. Le ministère de l'Intérieur a pris l'initiative de se retrouver avec la ville-province de Kinshasa, le gouverneur, les bourgmestres des communes, les chefs de quartier, pour identifier, analyser, trouver des solutions aux différentes causes et indicateurs de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Ce qui fait que nous sommes retrouvés dans ce format assez large et riche, avec non seulement les responsables des entités, mais aussi les responsables des différents services de sécurité pour qu'ensemble nous puissions faire cette séance de travail très enrichissante où nous avons partagé toutes ces questions, pris certaines résolutions qui nous rassurent que les Kinois vont passer les festivités dans des conditions de sécurité les meilleures. Cette conférence fait suite aux recommandations du Conseil des ministres et toutes les provinces doivent urgemment convoquer leurs conseillers provinciaux respectifs pour garantir une fin d'année tranquille et sécurisée pour tout le peuple congolais. À la fonction publique, Jean-Pierre Aliaou, ministre des tutelles, a annoncé la signature des actes de mise à la retraite
En faveur de 2000 agents de carrière des services publics de l'État, ceci s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme de fluidification du processus de départ à la retraite. Suivez Jean-Pierre Aliaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Messieurs, chers agents de carrière des services publics de l'État, ainsi que vous le savez, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre gouvernement est résolument engagé dans la fluidification du processus de mise à la retraite, remise en selle après des longues décennies de congestion ayant entraîné le maintien anormal de nombreux agents octogénaires, nonagénaires, voire centenaires en activité des services. Sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et en collaboration avec le ministère du Budget et des Finances, mon ministère assure cette noble mission suivant une approche progressive au prorata des moyens disponibles. L'objectif reste double: rétablir au profit de chaque agent le droit de pouvoir jouir dignement de sa retraite, de son éligibilité, d'une part, et d'autre part, faire de la retraite non pas une condamnation à mort, comme jadis, mais plutôt un moment de repos mérité après des bons et loyaux services rendus à la nation. À la suite de cette dynamique matérialisée par les 3 premières vagues, j'annonce ce jour la signature des actes de mise à la retraite en faveur de 2000 autres agents de l'État. Pour cette vague, autant que pour les vagues précédentes. Dans le reste de l'actualité, ici en province, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a franchi une étape décisive jeudi 18 décembre 2025 avec l'adoption à l'unanimité du projet dédié budgétaire exercice 2026 sous la direction du président Kaboué-Mwamba Michel et en présence du gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula. Les 43 députés et provinciaux présents ont validé ce texte financier après examen approfondi de la commission Ecofina. Esther Mbouyi et Alain-François Chiswaka nous en disent plus. La séance plénière de ce jeudi 18 décembre 2025, présidée par l'honorable Kaboué-Mwamba Michel, était consacrée à l'adoption d'abord in globo des lédits budgétaires de la province pour l'exercice 2026, puis par appel nominal après la vérification du quorum faite par le rapporteur de cet organe délibérant, l'honorable Kitondo Mumba David. Sur membres qui composent l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, 43 présents admis au vote ont voté pour, soit un total de 100%. Bien avant la commission permanente économique et financière a présenté le rapport de l'analyse approfondie du projet des budgets déclarés récivables lors de la plénière du 3 décembre dernier. L'édit budgétaire sera envoyé à l'exécutif provincial pour sa promulgation. Au regard de ces résultats, je programme adopter l'édit budgétaire de la province de Mes sincères félicitations. Présent à cet exercice parlementaire, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, accompagné de quelques membres de son gouvernement, s'est dit satisfait. C'est un sentiment de joie parce que nos pairs, l'Assemblée qui est l'autorité budgétaire, venait de concrétiser sa mission. Notre budget s'élève à 1634 milliards, 333 millions. Donc c'est un budget qui va répondre aux attentes de la population. C'est sur cette étape majeure que la séance plénière du jour a été suspendue.
Restons toujours à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga face à la pénurie critique de terres arables qui frappe le territoire de Kasenga. Le président de l'organe délibérant Kabwe Mwamba Michel a réuni jeudi 18 décembre 2025 élus et experts de l'aménagement du territoire. Objectif, définir des solutions durables pour restituer aux populations riveraines leur accès à la terre et relancer le potentiel agricole de cette région stratégique. Une fois de plus, Esther Bouy et Alain-François Tissora. Touchés par les cris d'alarme des habitants des Kasenga face à l'absence constatée de terres arables au profit de la population riveraine dans cette partie du Haut-Katanga, le président de l'Assemblée provinciale, honorable Kabwe Mwamba Michel, a présidé une séance de travail ce jeudi 18 décembre 2025 avec les élus provinciaux des Kasenga ainsi que les membres de la commission parlementaire en charge de l'aménagement du territoire élargi aux services locaux de l'urbanisme. Il s'est agi au cours de cette rencontre de réfléchir à des solutions durables pour remédier à la rareté des terres arables dans le territoire de Kasenga et ses environs. Une initiative saluée par l'honorable Samuel Kilolo Yumba, digne fils du territoire. Au nom de tous mes collègues, nous disons un grand merci au président de l'Assemblée pour avoir vraiment un œil regardant dans les dossiers qui concernent notre population. Comme vous le savez, à Kasenga, à partir de Minga, sur route Lukafu, il n'y a pas d'espace pour la population. De l'autre côté, il y a des fermes que les particuliers ont déjà payées. À droite, c'est le parc de Koundelung, où la population ne savent pas où aller cultiver. Or qu'ici, il y a des particuliers. Là où ils cultivent maintenant, c'est du côté parc. Et ils sont arrêtés chaque jour. Et on arrête une personne, ce sont des amendes de 400 000, 600 000. Donc la population ne savent pas comment évoluer pour leur survie. Le président vient d'accorder aujourd'hui une semaine à tous les services techniques, l'environnement, ICCN, cadastre, pour trouver une solution vraiment rapide. Ces derniers a par ailleurs rassuré la population riveraine de l'accompagnement et de l'engagement dans cette lutte noble en faveur d'un Kasenga prospère. Notons que l'agriculture demeure l'activité principale dans les territoires des Kasenga, l'un des 6 territoires que compte la province du Haut-Katanga, dont les terres regorgent d'importantes potentialités agricoles. Fin de la première partie de votre journal. La place à présent au sport. En sport, la formation de l'US Chinkunku a tenu tête au tout-puissant Anglebert Mazembe à Kananga. Jeudi 18 décembre 2025, un but partout pour le compte de la poursuite du championnat national de football. Dans la même soirée, le cercle sportif Don Bosco s'est imposé petitement face au groupe Bazano, 1-0. Bovin Kazadi Lukwanga nous en dit plus dans ce commentaire. Au terme d'une bataille très engagée de Kurbo qui s'est déroulée à Kananga entre l'US Chinkunku et TP Mazembe, les deux équipes ont réussi à se neutraliser dans ces duels de la 31e édition de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Malgré les poids des Louchois qui ont débuté la partie avec vivacité en ouvrant la marque sur un savoir-faire de Patrick Mwangulu, profitant d'un centre venant de la droite pour placer sa tête du côté opposé du gardien de Chinkunku. Après ces buts, ça n'est suivi plusieurs ratés des corbeaux louchois jusqu'à être temporisés par cette égalisation de Chinkunku. Une désolation pour l'entraîneur franco-sénégalais Mamadou Lamine Diaye. La place, et il y avait des joueurs qui n'étaient pas là aujourd'hui. Manque de concentration, manque d'implication. Et au niveau de l'efficacité, on n'a pas été à la hauteur. Un but partout, score qui est resté inchangé au tableau d'affichage. À Lubumbashi, précisément au temple mythique de Badiangwena de la commune Kamalondo, les Salaisiens des CES Don Bosco ont montré leur suprématie devant les guerriers du groupe Bazano. Cette jeune formation a été étouffée par Don Bosco sur un score de 1-0. But marqué avec aisance par Eben Kalumbe à la 33e minute. Allez, la tête, c'est l'ouverture du score. Samuel Pono
de la tête et c'est un bon ballon lancé par Eben Kaloumé pour faire la différence. Et ça fait 1 pour Don Bosco et 0 pour cette formation de Bazano, c'est Bukia. Une belle victoire arrachée à l'absence du coach titulaire Pamphile Miayo, se trouvant au Maroc avec la sélection nationale. Toujours en sport, 28 léopards sont arrivés au Maroc, lieu de la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations 2025, dans la soirée du jeudi 18 décembre. Après avoir passé quelques jours en Espagne pour leur préparation, les léopards se sont déplacés tout en étant déterminés. Une fois de plus, Bovin Kazadi pour le commentaire. Après un bon moment de préparation passé en Espagne, où ils ont joué en amical à la Zambie, les léopards de la République démocratique du Congo ont bel et bien posé leurs valises au Maroc, précisément à Rabat, dans la soirée du jeudi 18 décembre 2025. À leur atterrissage à l'aéroport international Salah de Rabat, un accueil chaleureux leur a été réservé par un bon nombre de fanatiques congolais. Une meilleure détermination s'affiche sur les visages de tous les joueurs sélectionnés qui ont fait leur déplacement au Maroc afin de participer à cette grande fête du football africain avec un seul objectif, celui de remporter cette CAN. Cela est une vraie target tellement attendue par tout un peuple congolais. Tous les 28 commandos du technicien français Sébastien Desabre s'affichent au grand complet à Rabat et unis comme un seul homme afin de réaliser leur objectif. La RDC est bien logée dans les groupes D aux côtés du Bénin, du Botswana et du Sénégal. Les léopards entreront en lice le 23 décembre 2025 face aux guépards du Bénin. Prenons cette page noire en bref et en image. Décédé depuis le samedi 13 décembre dernier. C'est ce vendredi 19 décembre 2025 que Chico Oshindi wa Kubanza a été inhumé au cimetière Rivière des Anges de Kassangiri. Ancien d'Eleco Foot Katumbi et du cercle sportif Don Bosco, passant par le tout-puissant Anglebert Mazembe et Young Africa de la Tanzanie, Chico Ushindi wa Kubanza a eu à enfiler le maillot de la RDC en ce qui concerne les juniors et les léopards locaux. Récemment, chez l'association sportive Vita Club et groupe Bazano, paix à l'âme donc de l'illustre disparu. Mesdames et messieurs, place à présent aux informations en dehors des frontières nationales. La page internationale de ce jour partira de la Mauritanie où les feux de brousse ont causé des dégâts importants. Et au Nigeria, le ministre des Affaires étrangères a été reçu en audience par le président burkinabé afin de présenter des excuses d'Abuja au peuple burkinabé. Le roi Mwamba Katale nous en dit plus dans ce condensé. Bienvenue à cette page à l'international qui s'ouvre par cette information. Le Nigeria a présenté ses excuses officielles au Burkina Faso suite à la violation de l'espace aérien de l'Alliance des États du Sahel par un avion militaire nigérian. Le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Maïtama Tougar, a été reçu en audience le mercredi par le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, afin de présenter les excuses d'Abuja au peuple burkinabé. Il a également abordé des propos désobligeants tenus par un leader politique nigérian au sujet de l'incident qu'il a attribué à une incompréhension de la situation. Portant un message de solidarité et de fraternité du président nigérien Ahmad Bola Tinubu, le ministre Tougar a salué les succès du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et a réaffirmé la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération pour la sécurité régionale. Et cet autre titre d'actualité, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan,
président du Conseil souverain de transition, s'est rendu jeudi au Caire pour rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de crise persistante au Soudan, où les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide ont provoqué la mort de milliers de personnes et forcé des milliers de civils à fuir leur domicile. Au cours de l'entretien, les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de préserver l'unité et l'intégrité du Soudan ainsi que ses institutions. L'Égypte a rappelé son droit, conformément au droit international et à l'accord de défense bilatérale, d'agir pour protéger ses principes et s'est opposé à toute initiative susceptible de fragiliser la souveraineté soudanaise. Les discussions ont également porté sur l'ampleur de la crise humanitaire. Les deux parties ont convenu de renforcer l'idée aux populations affectées et de mettre fin aux violences contre les civils, notamment dans la région d'El Fasher. Et terminons cette page en international par la Mauritanie. Loin de la violence de groupes armés, les réfugiés maliens sont confrontés à une nouvelle menace. Le feu de brousse, rapide et dévastateur, il représente un fléau qui perdure. En Mauritanie, le feu de brousse cause des dégâts importants. Ils peuvent se déclarer en un clin d'œil et durer plusieurs jours. À la frontière avec le Mali, un vaste territoire est partagé entre les Mauritaniens et plus de 2500 réfugiés maliens qui dépendent de la végétation pour nourrir leur bétail. Pour les pompiers réfugiés, lutter contre les incendies est une façon de remercier la communauté locale qui les a accueillis lorsqu'ils ont fui la violence et l'instabilité dans leur pays natal, le Mali. Comme la plupart des réfugiés et des habitants de la région, sa famille est composée d'éleveurs. Une fois à Brera, ils ont constaté à quelle vitesse le feu de brousse s'est propagé et à quel point ils peuvent être dévastateurs. Et c'est la fin de cette ronde à l'international. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. Ça sera également la fin de ce journal sur votre télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Bon début du week-end chez vous et que la paix soit votre partage. Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé. Des informations précises, concises et vérifiées à suivre en temps réel sur Magloire Radio et Télévision. Nous vous offrons chaque jour, du lundi au vendredi, des informations au niveau national, provincial et local. Sans oublier l'actualité internationale et celle sportive. Retrouvez la grande équipe rédactionnelle de Magloire Radio et Télévision chaque jour à 7h, 12h, 19h et 23h. Et soyez le premier à être informé. Magloire Radio et Télévision, au cœur de l'actualité.